Alors, s'il y a quelqu'un qui est un spécialiste et qui est un passionné, c'est bien lui, Eric Krasker, le spécialiste, le passionné donc des Beatles. Et alors, c'est un bouquin de dingue, là, ça, les Beatles à l'Olympia, 3 semaines qui ont changé la face de la pop culture, Eric Krasker. 900 pages pour nous raconter ce mois de janvier 64 quand les Beatles ont enflammé l'Olympia à Paris. Et c'est incroyable, on entend ici ce qui se passait dans la salle ce soir-là. Ça a été un délire, Eric. Oui, alors ça a été un délire, pas tout à fait le premier soir, parce que le premier soir, il y avait tout le Gotha parisien, des gens assez âgés. C'est dans les soirs qui ont suivi que le délire c'est vraiment prononcé, parce que là, pour le coup, c'était les jeunes qui venaient, c'était le public des adolescents, des Beatles. Oui, oui. Voilà. Là, ce qu'on entend, c'était la fin du concert. Voilà, là, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Et là, c'est effectivement sont les jeunes qui sont au poulailler, en haut, qui eux applaudissent les Beatles parce qu'ils sont venus spécialement pour les voir. Ouais, écoutez ça, l'Olympia 64. Ça, c'est dingue, hein, Eric, c'est dingue, il se passait quelque chose d'historique ces soirs-là. Alors là, oui, cette bande-là a été enregistrée d'ailleurs un peu plus tard, hein, justement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ambiance. Hein. C'est pas la bande du 16 de la Générale, celle-là. C'est ce Long Tall Soli, ce morceau-là. Ça vient donc quelques jours après. Et on voit très bien que pour le coup, c'est le public des Beatles qui vient et qui se déchaîne. C'est la déferlante. Alors, ce qui est raconté dans ce bouquin qui est dingue, hein, au Cherche Midi, vous racontez tous les détails. C'est comment Bruno Cocatrix, le patron de l'Olympia, va à un moment donné être sollicité par Brian Epstein qui insiste pour que l'on programme les Beatles à Paris. Oui, parce que en fait, il avait l'intention vraiment de vendre ses Beatles à Paris. Brian Epstein, le manager des Beatles, adorait Paris. Il n'avait qu'un rêve, c'était justement les programmer dans le music hall parisien le plus chic, le plus célèbre. Donc, il a insisté au tout début de l'année 1963. Il a contacté le management de l'Olympia, Cocatrix et son neveu. Il faut dire juste, Eric, qu'ils ne sont pas des stars encore à ce moment-là. Alors, ils sont déjà de bonnes vedettes en Angleterre. Mais c'est vrai que la Beatlemania n'est pas encore née. Hein. La Beatlemania, c'est pas avant octobre 1963. Donc là, on est au début 1963. Et Brian Epstein, il a besoin de faire connaître ses poulains. Il veut les faire passer en France. Oui. Et là, donc, il insiste auprès des directeurs de l'Olympia pour pouvoir les faire passer. Et il souhaitait les faire passer le plus vite possible à l'Olympia. Donc, au début, il a été question qu'ils passent peut-être à l'automne 63 dans un spectacle de Gilbert Bécaud. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais en négociation avec Bruno Cocatrix, on a obtenu 3 semaines à l'Olympia. Au départ, même. D'ailleurs, pardon, Eric, et c'est vrai que 3 semaines, il voulait pas autant, Brian Epstein. Non, voilà, tout à fait. Il voulait que 15 jours. Hein. Oui, au départ, il voulait 2 semaines. Et c'est Bruno Cocatrix qui a dit non, je monte un spectacle complet. Moi, il me les faut pour 3 semaines. Oui. Et finalement, Epstein a réfléchi. Il s'est dit bon, tout compte fait, les Beatles ont du temps libre avant de partir aux États-Unis. Ils ont un trou, ils ont du temps libre. En plus, moi, ça m'arrange. Paris au mois de janvier, je pourrais faire les soldes, c'est vrai. Hein, et donc il a accepté finalement. Et c'est pour ça que le contrat d'ailleurs a été rayé, parce qu'au départ, il était prévu 2 semaines et il a fallu modifier le contrat. Et donc on a mis 3 semaines. Là on entend From Me to You, qui était donc un des titres qu'il joue sur la scène de l'Olympia à ce moment-là. Ils arrivent avec des tubes absolument incroyables. Alors quand c'est signé, alors on voit les contrats d'ailleurs, vous les publiez dans le bouquin, ce qui est dingue, c'est qu'au fond, ils veulent 2 jours de vacances. Oui, mais c'est normal parce que justement, quand Epstein a accepté de passer 3 semaines à Paris, il a dit bon d'accord, je veux bien, mais bon, il faut quand même leur donner quelques jours de congé parce qu'ils vont quand même pas jouer non-stop comme ça pendant 3 semaines. Et du coup, le patron de l'Olympia, Bruno Cocatrix, il dit pas de problème, je leur accorde le 21 et le 28 janvier. On voit d'ailleurs tous les documents sont là. Voilà, ils sont dans le livre. Dingue. Écoutez, tiens, les Beatles, à ce moment-là, incroyable. Alors, il faut quand même dire qu'il faut programmer une soirée, il faut programmer des soirées pendant 3 semaines. Donc, autour des Beatles, Cocatrix se dit, qu'est-ce que je vais mettre ? Il faut construire une programmation. Voilà, il faut monter ce qu'ils appelaient à l'époque un spectacle pour les jeunes. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand Paul McCartney vient en concert à Paris, il va jouer 3 heures, 3 heures et demie. Et ce n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, 30 minutes 30 minutes, pas les Beatles, plus. 25, 30 minutes, pas plus. Donc on ne peut pas remplir une soirée avec un groupe qui ne joue que 25 ou 30 minutes, puis qui n'est pas encore très très connu en France. Donc il a monté, l'équipe de Cocatrix a monté l'affiche. Ils ont d'abord engagé Sylvie Vartan, qui marchait bien, qui commençait à monter, qui était déjà venu d'ailleurs à l'Olympia. Et puis à l'automne 63, ils ont engagé
Trini Lopez, la vedette américaine Trini Lopez, qui chantait la version originale de Si j'avais un marteau. Oui, oui. Pourquoi? Parce que Claude François en avait fait une version qui cartonnait. Voilà, Claude François et même les Surfs, à l'époque le groupe des Surfs, hein, ils avaient fait une version qui cartonnait. Enfin, moi je me rappelle, j'avais 3 ans, mais déjà c'est un de mes souvenirs. Ça. Oui. J'entends à la radio. Si j'avais un marteau. Si j'avais un marteau, voilà. Et donc effectivement, il faut s'imaginer, la chanson Si j'avais un marteau a été matraquée entre octobre 63 et janvier 64. Donc tous les gens qui sont venus à l'Olympia, ils connaissaient la chanson, alors que les chansons des Beatles, certaines n'étaient pas connues, parce que leur disque était sorti trop tard en France. Oui, oui. Donc il construit un programme, on Voilà. voit ici. Alors moi je lis bien, je vois Pierre Vassiliou, Oui. qui est Oui. avec ses chansons grivoises. Absolument, en Il faut vedette que anglaise. Le chanteur qui va être connu quelques années après avec sa chanson Qui c'est celui-là. Voilà. Et puis alors on voit les Oganas, Roger Comte, Oui, parce que- Arnold Archer, Vinicio, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est tout ça. Oui, parce que, comme je l'ai dit, c'est du music-hall. Et music-hall, donc, on engageait aussi des petits numéros, alors des jongleurs, des équilibristes, des humoristes. Et ça permettait aussi au music-hall, donc la direction de l'Olympia, de bénéficier de réductions fiscales Oui. quand on embauchait des petits Oui, artistes. et comme ça. on va dire ça sera la seule fois où les Beatles vont se produire dans un spectacle pareil. Exactement, avec des ça, c'est jongleurs, typiquement- voilà, exactement. Ça n'existait qu'en France. ça. Non, ça ne s'est fait qu'en France, Oui. absolument. Alors, Oui. disons-le, la vedette, c'est qui, là? C'est Trini Lopez? Non, Ou c'est alors- Sylvie Vartan? Non, c'est les Beatles, la vedette. Oui. Ils passent en dernière partie. Donc et là, enfin, on va tordre le cou à cette vieille légende qui dit que les Beatles ont fait la première partie de Sylvie Vartan. C'est faux. C'est faux. L'affiche était la suivante. On avait en milieu de première partie donc Pierre Vassiliou, qui était vedette anglaise. Ensuite, fin de première partie en vedette américaine, on avait Trini Lopez. Ensuite, il y avait l'entracte. Après, démarrer dans la seconde partie avec Sylvie Vartan, effectivement, qui ouvrait la seconde partie. Et enfin, qui terminait le spectacle en vedette, les Beatles. Oui. Voilà. donc, Et ça on n'a avait- jamais varié. Oui. Et donc, on avait les Beatles qui chantaient ça, par exemple. Roll over Beethoven. Oui, Hein, alors, les reprise. reprises. Et alors, Oui. ils n'ont pas eu de chance le premier soir, parce qu'il faut quand même savoir une chose, qu'il s'est passé des choses incroyables. Il y a eu une bagarre dans les loges étonnante avec les photographes. Ensuite, quand ils sont arrivés sur scène, malheureusement, il y a eu 3 coupures de courant, et notamment pendant Roll Over Beethoven, ce qui a beaucoup agacé George Harrison, parce que c'est la seule chanson qu'il chantait en soliste. Et donc, il y a eu 3 coupures qui ont été très pénibles. Et parce que la radio Europe 1 était branchée sur le même tableau électrique que l'ensemble de la sono, et ça a fait sauter l'ampérage. Donc il a fallu intervenir 3 fois pour rétablir les ponts. Donc ça faisait rire l'audience qui d'un seul coup voir les Beatles qui s'époumonaient dans leur micro avec les micros coupés, quoi, plus de son. Oui, oui. Alors, il faut quand même dire qu'avant, pour se préparer avant la générale, ils vont faire le soir à Versailles, Oui. dans un cinéma. Oui, le cinéma Cyrano, parce qu'en fait, Cocatrix avait décidé de faire ce qu'on appelle la couturière. La couturière, c'est une répétition générale, mais devant un public. Et il s'était mis d'accord avec Monsieur Oui. Edeline à Versailles, qui... Eric, qui tenait un- regardez, on voit la photo, celle-là d'ailleurs. Voilà, Prise au effectivement. Cyrano, hein. Voilà. On peut saluer d'ailleurs Jean-Louis Rancurel, magnifique photographe, et Bob Lampard, qui ont photographié ces moments historiques, des photos sublimes de Jean-Louis Rancurel, qu'on remercie de nous permettre de les montrer. Et donc, Merci, ce Jean-Louis. soir-là, c'était à Versailles. Oui, alors, effectivement, donc Bruno Cocatrix avait passé un accord avec Monsieur Edeling, qui était propriétaire du cinéma Cyrano, et qui avait dit ce serait bien qu'on puisse faire la répétition générale à Versailles chez toi, parce que le public versaillais est réputé pour être difficile, etc. Et donc ils se sont mis d'accord, effectivement, et à partir de 1954, avec le spectacle de Gilbert Bécaud, toutes les répétitions de l'Olympia se sont faites au Cyrano, Oui. devant 2000 personnes, hein, la salle Oui, était pleine. quand même, Oui, quand oui, même. tout à fait. Ouais. Et là, notamment Minou Drouet. Cette Oui. photo est inédite aussi parce qu'elle n'était jamais parue. Et Minou Drouet qui en parlait dans son livre, mais on n'avait jamais vu la photo. C'est en épluchant les photos de Jean-Louis Rancurel que j'ai réussi à retrouver cette photo Oui. de Minou Drouet, qui était à l'époque un enfant prodige, qui avait sorti des poèmes très jeunes et des chansons, etc. Alors, et il adorait les oui. Beatles. Et là, elle a une perruque Beatles d'ailleurs. Oui, alors dites-moi, Eric, on va tordre le cou à certaines légendes. Vous l'avez dit, effectivement, les Beatles, c'était les vedettes à la fin. Même s'il y avait 2 co-vedettes, c'était Sylvie Vartan et les Beatles qui clôturaient. Oui. Donc il n'y avait pas des gens qui criaient pendant que Sylvie Vartan chantait « On veut les Beatles ». C'est pas Alors, vrai. ça a été fait juste pour le problème, c'est que Sylvie Vartan était prise en sandwich entre Trini Lopez et les Beatles. Et il y a beaucoup de gens qui venaient pour les Beatles. Et donc, elle était huée dans certains spectacles. C'était difficile pour elle, oui. Oui, mais Ils l'ont chahutée. des bonnes relations avec le groupe. Comment ça s'est Ah passé? oui, elle avait de très bonnes relations avec le groupe, ça se passait très très bien. Ils sont sortis ensemble plusieurs fois dans Paris, etc. Et ils allaient à gauche, à droite. Les Beatles sont allés, on sait, chez Castel, au Bill Bocquet. Ils sont allés aussi au Saint-Hilaire, le fameux club de François Patrice. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que le premier soir, François Patrice a fait une soirée spéciale pour Trini Lopez, où on distribuait des marteaux en mousse. Ouais. Mais les Beatles n'ont même pas été invités. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Vous avez oublié des invités. Ah oui, il y avait
beaucoup de gens d'invités de Paris, mais les Beatles n'ont pas été invités pour la boum préparée spécialement pour Trini Lopez par François Patrice au Saint-Hilaire. Ça, c'est amusant. Oui. Alors, ils vont dans des restaurants, vous racontez tout dans le détail. On a tous les détails, il y a presque le menu du restaurant. Il y a tout là dans le bouquin. Oui, alors, oui, ce qui est amusant, c'est que en fait, pour aller fêter leur numéro 1 aux États-Unis, ils sont allés dans un restaurant très spécial, qui était un restaurant disons, avec un menu rabelaisien, avec un thème rabelaisien, où les gens étaient habillés en tenue du 15e, 16e siècle. Hein, et donc, on appelait ça le mouton de Panurge. Et on faisait monter un mouton sur la table. Et c'était un vrai mouton qui montait. Oui. On mettait des jarretières sur les jambes des femmes. Et d'ailleurs, là, ce soir-là, quand ils sont allés fêter leur numéro 1, c'est la femme du producteur des Beatles qui a eu l'honneur de monter sur la table et de recevoir la jarretière de la part du maître d'hôtel. Alors, vous l'avez dit à l'instant, Eric, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une grande nouvelle qui tombe pendant qu'ils sont en train de faire leur concert à l'Olympia, pendant ces 3 semaines. Et Brian Epstein reçoit ça très tard. Ils apprennent qu'ils sont numéro 1 aux États-Unis. Oui, qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Ce qui se passe, c'est que c'est le soir, c'est juste après avoir joué à Versailles. Après la coutumière de Versailles, le 15 au soir, ils rentrent dans la nuit du 15 au 16. Et là, effectivement, ils reçoivent à la fois un télégramme et aussi des coups de fil pour leur dire, écoutez, voilà, vous êtes numéro 1 la semaine prochaine dans les charts américains, au Cashbox. Il y avait deux charts très importants, il y avait le Cashbox et le Billboard. Donc le premier à les avoir classés numéro 1 la semaine suivante, ça a été le Cashbox. Et la semaine d'après, c'est le Billboard. Donc effectivement, ils apprennent qu'ils sont numéro 1 aux États-Unis. Et ça, pour eux, c'est énorme. Ouais, il se passe une fête de malade. Ah oui. 3h du matin, ils ne pas de la nuit. Ils font la fête, ils font une bataille d'oreillers qui a été photographiée par Harry Benson d'ailleurs. McCartney monte sur le dos de Mal Evans, Hanser Rhodes. Et ils font une fête incroyable. Ils vont même dans Paris après continuer en pleine nuit. Oui, il faut dire que c'était ça les Beatles déjà à ce moment-là, écoutez. Encore un titre qu'il joue pendant la série des concerts à l'Olympia. Et alors, c'est vrai qu'on a dit que la star reconnue par la presse, notamment en France, lors des premiers concerts, c'était Trini Lopez. Toute la presse dit en France, Trini Lopez écrase les Beatles. Oui, alors en fait, ça, il faut revenir sur la générale ou précisément. Mais pourquoi Trini Lopez? Parce qu'il chantait que des tubes connus. Alors que les disques des Beatles, eux, étaient sortis en retard. Tout le monde ne connaissait pas les disques des Beatles. Mais Trini Lopez chantait, donc Si j'avais un marteau en version anglaise, tout le monde la connaissait. Il chantait la Bamba, que tout le monde connaissait. Oui. Il chantait America, aussi, dans la bande-son du film West Side Story, qui était encore à la donc tout le monde se dit, les Beatles, on serait tamés derrière. C'est pas possible, après un concert de Trini Lopez comme ça, les Beatles, c'est mort. Non, en fait, non, ils se sont très rapidement redressés. C'est parce qu'en fait, lui, encore une fois, il y a des morceaux que les gens ne connaissaient pas. Le morceau I Want to Hold Your Hand, par exemple, qu'on a entendu, qui a été donc le numéro 1 aux États-Unis, il est sorti en France que le 14 janvier 64, le jour de leur arrivée. Oui. Donc, les gens ne connaissaient pas encore. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'Olympia en disant je viens de découvrir les Beatles, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça veut dire, c'est vrai que les premiers soirs, l'ambiance n'était pas terrible dans la salle, il n'y avait pas de Beatles mania, il y avait. D'ailleurs, vous dites. Il peut pas y avoir de Beatlemania. Pour une raison simple, c'est que, comme j'ai dit, les disques sont sortis trop tard et ensuite, il y avait 80% de garçons dans la salle. Oui. Et en Angleterre... Pourquoi il n'y avait pas plus de filles dans les concerts à Paris? Parce qu'en France, pays catholique, on bouclait les filles. Elles ne sortaient pas, les filles, à l'époque. Et puis, les spectacles de rock avaient une réputation de violence aussi. Faut savoir ça. Donc, les disques des Beatles sont sortis trop tard. Les filles ne sont pas là. En Angleterre, qu'est-ce qui a provoqué la Beatlemania? Ce sont les filles, précisément. Mais elles ne sont pas là en France. Oui. Vous voyez, et en plus de ça, la Beatlemania, il a fallu 13 mois pour qu'elle prenne en Angleterre. Ça n'a pas été un phénomène spontané, il a fallu 13 mois. Or, en France, comment peut-on obtenir une Beatlemania avec des disques qui sortent 2 mois et demi avant leur arrivée, et puis pas de filles dans la salle? Donc c'était impossible qu'il y ait une Beatlemania. Alors il y a un truc, même les filles, si on parle des filles, c'est vrai que quand ils arrivent d'abord à 3 au Bourget, il manque Ringo Starr qui arrivera avec le lendemain quand ils viennent faire leur série de concerts, et que les premiers mots que dit John Lennon, je crois, c'est « Où est Brigitte ?» Eh oui, parce que les Beatles étaient des fous de Brigitte Bardot. Ils rêvaient de rencontrer Brigitte Bardot. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce que précisément, quand ils sont arrivés à Paris, elle était au Brésil avec Bob Zaguri.
Donc, ils n'ont pas encore une légende, parce qu'on a dit qu'ils s'étaient rencontrés. Oui, alors, le photographe Jean-Marie Perrier dit qu'il a présenté Bardot aux Beatles. Le problème, c'est qu'on n'en a aucune preuve. Paul McCartney n'en parle pas du tout dans sa biographie. Et Ringo Starr nous a confirmé qu'il n'a jamais rencontré Brigitte Bardot. Et par contre, elle a rencontré John Lennon. Alors, effectivement, McCartney précise, oui, John l'a rencontré, ça c'est documenté. On sait qu'en mai 68, à l'hôtel Mayfair à Londres, il voulait absolument la voir. Donc là, il l'a rencontré, mais ça s'est très très mal passé. Alors là, je veux des détails, Eric. Attendez, là. On est à 1 heure de grande écoute, mais on peut quand même le dire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, alors bien c'est simple, ils avaient rendez-vous à l'hôtel Mayfair à Londres, elle l'a reçu dans sa suite, il était question qu'ils aillent au restaurant ensemble, il n'est pas allé au restaurant avec elle, lui il a attendu dans sa suite, il s'est déshabillé, il s'est mis tout nu dans le lit de Brigitte Bardot, et il a attendu qu'elle revienne, il était sous LSD. Voilà, il était complètement défoncé. Il était complètement défoncé, il était sous LSD, quand elle est revenue, elle a vu John Lennon nu dans son lit comme ça, elle s'est dit qu'est-ce qu'il fait, il a fallu 3 personnes pour le sortir du lit, ça s'est très mal passé. Brigitte n'a pas accepté. Donc non, elle n'a pas accepté. Non, pas du tout. Donc, elle l'a fait sortir du lit, puis il est parti. Il a lui-même dit à son ami d'enfance, ça s'est très mal passé. Enfin, j'ai été mauvais, quoi. Ça s'est mal passé. C'est incroyable, ça. Écoutez les Beatles. Voilà, Boys, des sacrés garçons, hein, les Beatles. Boys qui jouaient à l'Olympia, d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui va changer? Parce que vous dites, au fond, dans ce bouquin, Eric Krassker, ça va changer quelque chose, cette série de concerts à Paris. Rien ne sera plus jamais comme avant. C'est exact, parce qu'en fait, là, pour le coup, le public parisien, les Français ont découvert les Beatles, ils y sont allés. C'est vrai que le premier jour, on a dit, c'est Trini Lopez qui a remporté la timbale, mais après, le public est venu. Et en 3 jours, les fans des Beatles sont tous rappliqués, ils sont venus. Et les spectacles ont eu du succès. La presse l'a attesté. Les Beatles ont eu du succès à Paris. Après, il restait à convaincre tout le restant de la France, mais ça s'était très, très bien passé. Oui. Et effectivement, ça a ouvert donc ça a permis aussi aux gens comment dire, des beaux quartiers, des classes moyennes, d'avoir accès à des spectacles de rock, parce que c'est vrai que les spectacles de rock qui se déroulaient par exemple au Palais des Sports ou la Mutualité avaient cette réputation de violence. Les gens n'y allaient pas trop, c'était fréquenté par les banlieues, etc. C'était pas tellement alors que l'Olympia, on y allait à l'Olympia. Oui. Grâce à ça, les Beatles ont pu initier beaucoup de gens au rock'n'roll, parce qu'ils se déplaçaient. C'était familial, l'Olympia. Mais en même temps, on peut se dire qu'ils ne sont jamais revenus après. Ah si, ils sont revenus. Oui. Ils sont revenus l'année suivante. Ils sont revenus en juin 1965. Ils sont revenus au Palais des Sports, ensuite à Lyon et à Nice. Et après terminé. Et après ça a été fini. Oui, ça a été fini. C'était court. Oui, la chance qu'on a surtout eue en 64, c'est de les avoir 3 semaines, parce que quand ils sont revenus en 65, évidemment, là, on les a eu une journée. Ils ont fait 2 concerts au Palais des Sports. Après, ça a été Lyon et Nice, c'est tout. Ça a duré très peu. Oui. Et alors là, vous avez tous les détails là-dedans. J'ai presque dire, on pourrait presque avoir la liste de tous chaque soir de tous les spectateurs, presque les coordonnées. Vous en avez retrouvé un certain nombre. Oui, j'en ai retrouvé 48. Oui, des gens connus, moins connus, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi en même temps la composition de chaque spectacle, parce que en fonction des visiteurs qui venaient, on avait des fois plus de fans de Vartan, plus de fans de Lopez, des Beatles. Ouais, mais t'allais un billet là, voilà. On aimerait bien avoir un billet comme ça. Hein. C'est un des personnes que j'ai interviewées. Et donc c'était variable, mais une chose est certaine, c'est que oui, les Beatles ont eu autant, sinon plus de succès que Trini Lopez. Oui, et pendant les 3 semaines, à part ça, ils sont allés au restaurant. Ils sont allés voir Memphis Slim, un musicien, pianiste de jazz américain. Oui, dans un club qui s'appelle la Grande Séverine, rue Saint-Séverin. Et avec eux, d'ailleurs, se trouvait Géraldine Chaplin. Et donc... Ils aimaient la France. Ils adoraient la France. Et d'ailleurs aussi, ils ont fait un maximum de visites dans Paris. Pendant ces 3 semaines, ils sont allés, bien sûr, Tour Eiffel, Champs-Élysées, etc. Mais ils sont allés aussi à Montmartre. Ils ont vu beaucoup de choses quand ils sont allés à Paris. Ouais. I wanna hold your hand. C'était ça le numéro 1, donc. Voilà. Incroyable. Oui, absolument. Et alors, ce qu'ils ont fait aussi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont profité de ce séjour pour enregistrer des disques au studio de Boulogne-Billancourt. Et oui, donc, notamment I Want to Hold Your Hand. Et des enregistrements qu'ils ont enregistrés en allemand. Donc I Want to Hold Your Hand et She Loves You qui deviennent comme Give Me Deine Hand. Et She Loves You devient Sie liebt dich pour le marché allemand. Bon, ils s'étaient fait un peu tirer l'oreille parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Ouais. Mais bon, ils l'ont quand même fait. Et en plus, ils en ont profité quand même aussi pour enregistrer une autre chanson qui venait de composer au Georges V sur le piano du Georges V. C'est Can't Buy Me Love, qui a été en grande partie enregistré à Paris. Incroyable. Et si vous en voulez des détails, 900 pages là, c'est publié au Cherche Midi, c'est absolument dingue. Les Beatles à l'Olympia, 3 semaines qui ont changé
la face de la pop culture. Éric Krasker. Merci Éric, on se quitte évidemment Merci, en se Patrick. tenant la main. Oui. Merci et vive les Beatles. À bientôt. Such a feeling that my love